L'une des particularités de Quartiers de demain par rapport aux autres projets architecturaux d'ampleur, c'est son processus, notamment du point de vue de la programmation, qu'il a fallu co-construire, imaginer à plusieurs avec les habitants, bousculer les habitudes dans 10 dialogues compétitifs inédits. C'est de ça dont on va discuter avec mes 3 invités. D'abord Martial Marquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer, vous avez travaillé avec l'agence H2O sur le projet des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Nathalie Bonneville, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte programmiste, fondatrice et gérante de l'agence Filigrane Programmation qui a aidé à la conception de cette consultation. Merci beaucoup d'être avec nous. Et enfin, Domiti Chen, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte associé, chef de projet au sein de l'agence Soledev qui est intervenue sur 2 des projets de Quartiers de demain, ceux du Mans et de Pessac. C'est bien ça ? Oui. Super, j'ai bien fait mes devoirs. Merci beaucoup. Nathalie, j'ai une première question qui s'adresse directement à vous. En quoi donc un dialogue compétitif, puisque c'est le terme, avec donc 3 étapes, diagnostic, scénario et esquisse, ça vient bousculer les étapes habituelles qu'il y a entre programmation et conception ? Alors, ce qui est très clair, c'est que de façon usuelle, à tout le moins pour les objets architecturaux, dans le cadre des concours, on a une dissociation nette entre la phase de programmation, qui intervient en amont, en général, du recrutement des concepteurs, qui est maîtrisée par la maîtrise d'ouvrage, et ensuite la conception, qui est le fruit du travail des concepteurs. Et la programmation, elle encadre souvent la formalisation de la commande sur tous les sujets techniques, économiques, de contenu, financier, etc. Et en France, il se trouve qu'on est une exception dans ce processus, y compris au sein de l'Europe, avec une définition clarifiée de la commande qui a été sacralisée par une loi, la loi MOP, qui a permis le développement de la démarche de programmation et du métier de programmiste. Au fil du temps, ça a contribué à fixer une ligne de démarcation, finalement, entre la maîtrise d'ouvrage d'un côté et la maîtrise d'œuvre de l'autre. Au sein de Quartiers de demain, à travers le choix du dialogue compétitif, de cette procédure un peu particulière, on a cherché à réinterroger ce rapport entre ces 2 dimensions. Et pour effectuer certains choix, ce qui nous a semblé important, c'est que, y compris au plan programmatique, il fallait que la commande puisse s'incarner et donc avoir une forme de visualisation à travers des aspects du projet. Donc ça, c'est un des aspects qui nous a conduit à faire ce choix et à interpeller les concepteurs, y compris sur ce sujet de la programmation. Finalement, pour moi, c'était assez intéressant parce que ça rentre en résonance avec des travaux qui ont été effectués dans les années 90 par Michel Conan notamment, et ce qu'on appelle la programmation générative. C'est une expérimentation du PUCA. Et cette expérimentation, elle a été abandonnée parce que ça prenait trop de temps, que c'était trop compliqué, qu'il fallait mettre à côté de chaque concepteur un sociologue. Voilà. Et donc, cette démarche a été abandonnée. Et donc là, finalement, à travers Quartiers de demain, ce qu'on a cherché à faire, c'est à réinterroger cette méthode sans que la maîtrise d'ouvrage se départisse de ses choix. Alors ça, c'est peut-être des choses qui ont été compliquées dans Quartiers de demain, mais pour qu'on ait vraiment une réinterrogation de ces frontières entre programmation et conception. Martial, je vous vois opiner et prendre des notes. Ça vous a bousculé dans vos pratiques habituelles, cette façon de faire ? Non, alors oui et non. D'une part, il se trouve que nombre d'agences d'architecture et de design sont déjà engagées dans la co-construction et en tout cas des temps d'échange, de concertation, de co-conception, voire de co-construction des programmes. C'est des démarches qui ont de plus en plus d'ampleur et je pense qui touchent des projets de plus en plus conséquents. Ce qui était réduit parfois à des petits projets commencent, et on le voit avec Quartiers de demain, sur des très grandes opérations très ambitieuses. D'une part, et d'autre part, Quartiers de demain, c'était quand même expérimental, notamment dans sa forme, dans sa longueur, dans ses temporalités, devrais-je dire, notamment via les 3 phases diagnostic, programmation et projet, qui ont été des jalons en fait assez précieux et avec à chaque fois des rencontres et des échanges avec les habitants à chaque élément. Donc c'est là où on rentre dans une pratique alternative de la programmation. Domiti, sur comment cette manière de faire a peut-être fait bouger les projets, fait changer leur approche ? Bon, effectivement, faire de la programmation tout au long du projet aux côtés d'architectes, c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, était assez
nouvelle et que j'ai adoré pratiquer vraiment main dans la main. Nous, sur les projets qu'on a proposés, la programmation est devenue totalement imbriquée au processus aussi architectural. La phase de diagnostic, elle était à la fois sur des volets sociologiques, mais à la fois sur des sujets très techniques. On a pu la partager directement avec les habitants à la fin de la première phase. Et on a vraiment mis en place un mode de travail avec les architectes et avec les équipes de concepteurs où il y avait des allers-retours incessants entre programmation et intervention architecturale. Ce qui fait aussi que ça permet de mettre en valeur l'existant et de tirer parti des espaces qui sont là, des dynamiques aussi en cours qui ne sont pas forcément spatiales mais sociales, et de venir créer des liens entre une programmation, un projet architectural, mais aussi un montage sur lequel nous on a pu travailler aussi avec les 2 équipes dans lesquelles on était, et d'avoir un projet écosystème qui soit extrêmement cohérent sur l'ensemble de ces aspects, et de briser cette cassure qu'on peut parfois avoir entre un programme qui ne correspond pas finalement à des capacités bâtimentaires ou architecturales, ou qui sont en contradiction, et on sent parfois qu'il y a des frictions. Là, on arrive à avoir quelque chose d'extrêmement cohérent. Nathalie Bonneville, l'idée aussi de cette expérimentation, c'est d'avoir peut-être une forme de boîte à outils pour le futur, qu'elle puisse être redéployée, réutilisée, qu'on puisse en tirer des enseignements peut-être dans la manière d'aborder la programmation. Alors, ce qui est sûr, c'est que, à travers les différents projets de quartier de demain, on voit bien que oui, suivant. Alors, moi, je distinguerais un petit peu les objets d'aménagement, les objets d'espace public, des objets bâtimentaires, parce que d'abord, les cultures de projets sont très différentes entre les concepteurs de ces différents types d'objets. Et c'est vrai que l'objectif, c'est aussi qu'il puisse y avoir une sorte d'objectivation de quelle part prend la programmation et comment elle s'imbrique avec la conception, à travers quels tests, à travers des dispositifs architecturaux, des dispositifs spatiaux, et quand intervient le choix de la maîtrise d'ouvrage dans tout ça, et quelle interaction ça a avec la forme architecturale. En tout cas, pour moi, c'est un vrai enjeu qu'on puisse prendre de la distance avec tout ça, et qu'on puisse faire cette évaluation pour pouvoir arriver à potentiellement cette boîte à outils redéployée, et peut-être cette réinterrogation aussi du process du concours, pour partie, en tout cas, me semble-t-il, parce que pour moi, il pourrait y avoir des voies vertueuses pour changer la donne sur certaines manières de faire aujourd'hui. Martial, vous disiez, vous aviez déjà intégré une part de co-construction dans certains projets. Est-ce que là, dans le cas de Quartier Demain, il y a eu des choses qui ont bougé dans la manière de concevoir le projet du fait justement de cette co-construction ? Alors, oui, et puis j'ai envie de parler aussi des modes opératoires qu'on a utilisés avec l'équipe. Voilà, maintenant que le concours est terminé, on peut dévoiler nos secrets de stratégies fabrication et nos recettes même, littéralement. Je vais vous parler d'une petite expérience qu'on a menée et qu'on a initiée avec le groupement H2O autour de crêpes programmatiques. Donc on a fait faire aux habitants des crêpes qui avaient 3 couleurs, enfin on avait 3 pâtes de 3 couleurs différentes, donc c'était plutôt de la pâte à pancake, je tiens à préciser pour ceux qui veulent faire des crêpes programmatiques chez eux. Et donc on avait une couleur qui incarnait plutôt donc on est autour de la chaufferie, de la transfiguration de la chaufferie de Corbeil-Essonnes en un lieu culturel et plutôt une médiathèque de demain, on va dire. Donc avec une couleur qui symbolisait les programmes culturels, une couleur qui symbolisait le rapport à l'événementiel et l'éphémère, et une troisième couleur qui symbolisait la part autour de la convivialité et plutôt aussi de la cuisine et de la culture culinaire, car c'était aussi une volonté depuis le début des habitants qui avaient finalement mis dès le début cette condition dans le programme. Et donc chaque participant du jury citoyen durant un atelier a été invité à faire sa propre crêpe, donc avec une proposition personnelle, et donc en fait qui était un temps d'échange autour de la confection de cette crêpe, où en fait on a récupéré en fait on a pu créer une certaine part d'informel qui a permis aux habitants de se livrer sur leur vision, et nous a permis de collecter en fait toute une série de visions très diverses qui ont pu nourrir mais aussi vis-à-vis de leur vocabulaire ont pu nourrir notre proposition et notre proposition programmatique. Et c'est toute la richesse expérimentale de Quartier de Demain, ça passe aussi par les crêpes. Est-ce que cette co-construction, Domiti, elle a eu aussi un effet sur les projets ? Est-ce qu'elle a fait bouger des lignes ? Est-ce qu'elle a changé, rebattu les cartes par moment dans votre expérience à vous ?
Tout d'abord, je tenais à saluer le travail qu'on a mené avec les jurys citoyens, que ce soit au Mans ou à Pessac. On a travaillé du coup tout au long de cette consultation, on les a vus plusieurs fois. Les temps d'échange étaient parfois trop courts, c'était frustrant, on n'arrivait pas à vraiment rentrer dans une dynamique de travail, mais c'était extrêmement intéressant de transmettre nos convictions et nos manières de travailler, notre regard, et de pouvoir partager avec des habitants notre regard pour pouvoir aussi l'infléchir avec eux, leur regard et leur pratique. Notre manière d'échanger avec eux, c'était à la fois une version sur le volet architectural, mais aussi sur le volet programmation, montage technique, et d'aller dans le détail de la fabrication aussi de la ville. Nous, on a eu aussi des prises de conscience dans les échanges avec le jury citoyen, et notamment, tu parlais tout à l'heure d'anecdotes, mais on s'est confronté avec les jeunes du quartier, puisqu'on est allé à l'espace jeune, où on a pu échanger avec les jeunes du quartier, mais on s'est confronté à une difficulté pour eux à se projeter dans un avenir, dans un futur qui soit différent d'aujourd'hui. En fait, les besoins qui émergeaient de ces échanges-là, c'était on a besoin d'un banc pour que nos aînés puissent s'asseoir. On a besoin d'un dos d'âne pour que les voitures aillent moins vite. Et donc des objets très concrets et très immédiats. Et donc du coup, de venir se projeter sur Le Mans 2050 était extrêmement compliqué. Ces échanges, ils nous ont aussi permis d'anticiper en fait dans notre projet des aspects qui auraient pu nous échapper si on n'avait pas eu ces échanges récurrents. Par exemple, et je parle parce que nous étions sur des sujets de montage, de programmation, sur des sujets de gestion, où on proposait de surélever le bâtiment du Lafite au Mans et d'y créer des espaces intérieurs mais aussi extérieurs avec des grandes terrasses ouvertes sur l'Huisne, sur tout ce paysage ouvert à 360 qui était pour nous un cadeau en fait de proposer ces nouveaux points de vue, mais tout de suite est intervenu mais comment est-ce qu'on va s'assurer que ça ne soit pas la fête et qu'il n'y ait pas des nuisances sonores et donc du coup d'intégrer très en amont des enjeux de gestion qui ont aussi rassuré demain non, puisque sur ce projet-là, nous ne sommes pas lauréats, mais qui ont aussi pu rassurer des élus sur un gestionnaire qui a été identifié, un investisseur qui cautionnait ce gestionnaire, et donc une dynamique globale. Oui, c'est une manière de rapprocher le plus possible ces projets des habitants, finalement. C'est de les remettre aussi au cœur d'une réflexion dont ils étaient parfois un petit peu éloignés. Martial, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez expérimenté aussi. Oui, alors nous, dans les pratiques, les propositions alternatives qu'on a pu faire dans le cadre de cette consultation, qui est quand même tout à fait spécifique, c'est dès le diagnostic, et particulièrement mon studio, on a travaillé sur la préfiguration. Et sur des propositions donc d'occupation temporaire ou d'usage du lieu. L'une des particularités de notre site, c'est que c'est déjà un bâtiment existant et capable et vide. Donc c'est une grande halle disponible, ou presque, et donc qui est déjà en cours d'ailleurs de sécurisation et de potentielle préfiguration. Donc ça, c'est assez fou. Et donc dans ces préfigurations, on a proposé des choses comme un grand banquet, des bibliobus qui viendraient dans la halle pour créer un temps de bibliothèque sur un week-end pour activer, c'est-à-dire une bibliothèque éphémère, un food court par exemple, le temps d'un week-end. Donc voilà, des préfigurations assez fortes qui viendraient peut-être exacerber ou extrapoler de potentiels usages que l'on attend pour le programme définitif de l'équipement une fois construit. Nathalie Bondy, j'ai l'impression, de manière extrêmement périphérique, que moi je n'ai pas participé, mais que cette idée de co-construction dans la programmation, elle a finalement été accueillie avec pas mal d'enthousiasme des deux côtés, c'est-à-dire tant du point de vue des architectes, des gens qui sont plutôt aguerris à ces pratiques-là, que du côté des citoyens, des habitants directement. Ah oui, j'ai l'impression que c'est fait partie vraiment des enjeux qui ont transcendé le programme, c'est sûr. Après, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est que finalement, au cours d'un processus de construction d'un bâtiment, etc., on a beau vouloir en programmation faire de la prospective, se dire qu'est-ce que ça va être demain et après-demain, on est souvent assez limité parce qu'on est dans un cadre en amont de l'image donnée par le projet, etc. Et par ailleurs, quand même, il faut se rappeler qu'un processus de construction, c'est quand même un processus long. Les gens ont besoin de mûrir au cours de ce processus. Et donc, quelque part, on a besoin d'installer dans le temps
ce que Martial a décrit, c'est-à-dire des préfigurations, des prototypages, etc. Et donc ça, c'était un des gros points pour nous dans le programme, c'était de pouvoir faire en sorte que cet aspect-là s'inscrive dans le programme, mais aussi puisse perdurer au-delà de la consultation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans les contrats des 10 lauréats, on a des parts de missions de concertation, de prototypage, de tests qui vont se poursuivre dans le temps. Et ça, pour nous, c'est absolument essentiel parce que il faut que la programmation, ça garde une part d'ouverture au cours du temps, y compris, j'allais dire, aux portes du chantier, avec là aussi des outils qui restent à construire pour demain. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus à ce micro partager un petit peu de l'expérience multifacette de Quartier de demain. Et merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille dans ses murs. Merci. Et voilà.